Il est 13h08, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Vous pensiez que seuls nos dirigeants contemporains politiques commettent des erreurs? Eh bien non, l'histoire est jalonnée de fautes économiques en tout genre, sauf que les responsables politiques ne semblent pas franchement tirer les leçons. On va en parler avec mon invitée, la journaliste Anne de Guigné, qui revient donc sur ces erreurs, 10 au total qu'elle a recensées, du blocage des prix sous l'Empire romain, l'austérité européenne dans les années 2010. Ils se sont si souvent trompés aux éditions du Rocher. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous avez répertorié, ça devait être un sacré travail de recherche, 10 grandes erreurs économiques qui ont jalonné des siècles. Tout d'abord, comment vous avez eu envie de faire ce livre? En fait, moi je m'occupe de politique économique au Figaro, donc voilà, c'est mon boulot quotidien. Et donc j'avais envie d'écrire un livre sur la politique économique. Et voilà, je ne suis pas économiste, je suis journaliste, donc je n'allais pas me lancer dans un traité. Et puis j'aime beaucoup l'histoire. Et je me suis dit, au fond, par ce biais des erreurs, c'était une bonne façon de parler de qu'est-ce que l'économique et surtout qu'est-ce que la politique économique, donc qui mêle à la fois la technique de l'économie et puis cet art de la politique qui est vraiment d'essayer de savoir décider au bon moment selon les circonstances. Oui. Et je trouvais, vous savez, c'est comme nous, oui, dans nos vies. On a nos réussites et c'est super. Puis on a aussi nos erreurs dont on aime moins parler, mais en fait souvent qui disent plus de nous parce qu'on a tenté et puis on a atteint une limite et puis le coup d'après on réussit. Et je trouvais que c'était pareil pour la politique économique, tu vois, c'était une façon. Sauf Anne, sans vous contredire, que nous quand on fait des conneries dans nos vies, ça implique nous, mais là ça implique tout le monde. Donc on le verra d'ailleurs. Alors vous avez pris une période ciblée de 301 après Jésus-Christ à 2012. Alors pourquoi pas après? Parce que bon, j'imagine qu'il y en avait plein aussi. Oui, voilà. Là, on en parle suffisamment en ce moment. Évidemment qu'il y a encore tout le temps des erreurs, mais justement, je n'avais pas envie d'être totalement dans le débat contemporain, même si sur la conclusion, j'essaye de tirer quelques leçons de la politique en France. Et parce que c'est plus facile donc on a quelques années de recul quand même de savoir qu'est-ce que vraiment une erreur ou pas. Un des grands débats actuels, c'est la réponse au Covid. Est-ce qu'on en a trop fait? Est-ce qu'on a trop dépensé? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt oui, mais on sera vraiment dans 2-3 ans. Donc il fallait le recul, quoi. Je voulais vraiment rester un peu dans l'histoire de la politique économique. Évidemment, toutes ces erreurs éclairent le présent, mais pas directement dans le jugement d'aujourd'hui, même si on peut évidemment en parler, parce que tout est en résonance. Bien sûr, on va en parler. Justement, vous dites ça éclaire le présent, mais ce que vous dites aussi, c'est que quelque chose qui frappe, c'est l'incroyable persistance des erreurs à travers les siècles. C'est pas franchement rassurant. Ça veut dire que nos hommes politiques ne se remettent pas en cause, ne connaissent pas l'histoire. En fait, oui, c'est ça. Et le choix des erreurs. En effet, il y a beaucoup d'erreurs de politique économique, évidemment. En plus, si on regarde tous les pays. Mais j'ai choisi, des erreurs en fait, qui disent quelque chose du présent, et donc en fait, qui ont tendance à se répéter. Et la première, en effet, c'est à la fin de l'Empire romain, en 301. Oui. Et les débats, et ça c'est quelque chose qui m'a absolument fascinée. Donc vous avez des débats, à l'époque c'est pas vraiment des économistes, mais les conseillers de l'empereur Dioclétien, ce sont des débats que nous avons aujourd'hui au Parlement. Et donc avec la même question, comment lutte-t-on contre l'inflation, et la même tentation qu'Emmanuel Macron a évité, de bloquer les prix, et que Dioclétien a fait. Et en fait, je pense que ça... On l'a fait pour l'énergie, justement, on en parlait il y a quelques instants. On l'a fait pour l'énergie, mais de manière beaucoup plus habile, justement. On n'a pas directement, et avec quelques biens ou les services précis, dans un temps réduit, on a levé les boucliers, là, et ça peut être utile parfois à Dioclétien. Il met un prix maximum absolument à tous les biens et services de l'Empire. Ça, vous avez retrouvé ça où? Voilà, et c'est fascinant. Dans les archives. On voit, c'est beaucoup de travaux du 19e siècle, de gens qui ont étudié cet édit du maximum, dont on a trouvé beaucoup en Égypte, en fait, beaucoup de manuscrits anciens de cet édit. Et ce qui est surtout génial quand on aime l'histoire, c'est qu'on voit en fait tous les prix de l'époque. On voit combien coûte une leçon de mathématiques pour des enfants. Alors, ça coûtait combien? Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on voit que les prix, il n'y a pas tellement de différence. On voit que les niveaux de vie sont assez proches. Si vous avez, par exemple, une plaidoirie d'avocat, se rémunère à peu près 3 jours de leçon, ou un ouvrier peut-être pour 10 jours de travail d'un ouvrier. Vous voyez, il n'y a pas des écarts de revenus immenses. C'est incroyable. Et ça, c'est très très amusant de voir ça. Et vous didites donc à cette époque, c'était déjà une belle bêtise, pour pas parler financièrement, puisqu'elle a engendré l'inflation. Voilà. Et surtout, ce que je voulais dire, je pense que c'est pas tant
ça ne dit pas tant de l'incapacité des dirigeants, mais peut-être plus de la nature humaine. Et en fait, je pense, dans ces moments un peu difficiles, on a tous, et vraiment, enfin, en tout cas moi je suis pareil, je pense que vous aussi, on a tous un besoin de simplicité énorme. Et il y a une attirance pour les solutions simples, et dans des phénomènes aussi complexes que l'inflation, en fait, ça ne marche pas. Il faut prendre en compte tous les effets de bord. Et en fait, le bon politique, peut-être, c'est celui qui arrive à résister à cette demande très très forte de sa population, d'avoir une bonne solution simple. Et tous, on est un peu pareil. On nous dirait, l'électricité, je vous promets, ça va plus jamais augmenter, et votre baguette, elle va pas dépasser 1,20 €. Ça nous ferait plaisir, ça nous rassurerait. Mais ça ne marche pas. L'économie est très complexe, il y a plein d'effets de bord. Et donc, je pense que c'est plutôt, voilà, ça dit plutôt quelque chose de la nature humaine. Et puis de la capacité des politiques de résister à la pression populaire, effectivement. Voilà. Oui. Alors il y a aussi un autre thème d'actualité, la dette. On en parle beaucoup après le règne notamment de Louis XIV. Le système Law, vous nous dites, qui est un échec cuisant avec des conséquences durables pour la France déjà. Donc sur le temps de et déjà Louis ce qui est XIV. incroyable, donc à la fin de Louis XIV, j'ai fait le calcul. Donc c'est un règne à la fois magnifique, Versailles, des grandes batailles, mais règne qui est absolument onéreux, incroyablement onéreux pour le pays, parce que tout ça est financé par un endettement sans fin. Et on en parle moins d'ailleurs, quand on se rappelle du roi Soleil, de cet endettement. Voilà, les revenus n'avaient pas tellement augmenté, donc tous ces travaux, évidemment, c'est la dette. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez la dette à la fin du règne de Louis XIV est égale à 10 fois les revenus fiscaux. Et c'est exactement la même proportion à la fin du Covid. Si j'avais fait le calcul. Donc en fait, ces grands moments de dépenses folle en France, vous retrouvez exactement la même proportion. C'est très marrant. Fin 2020, fin du règne de Louis XIV, vous avez le même. La dette égale 10 fois les recettes fiscales. Donc c'était le quoi qu'il en coûte aussi à l'époque. Voilà, c'est exactement. Voilà. C'est ça. Et le système, donc le Law, c'est un banquier écossais, c'est ça? Alors Law, c'est un espèce d'aventurier, c'est un don Juan, c'est un type incroyable, vraiment assez passionnant. Donc c'est un don Juan aventurier écossais qui est chassé pour histoire de mœurs d'Angleterre et qui arrive en France, mais c'est loin d'être un idiot. C'est un type qui a beaucoup réfléchi aux mathématiques, c'est un grand joueur de cartes, donc il est très dans les combinaisons. Et d'ailleurs, franchement, il a inventé la monnaie. C'est le premier, parce qu'à l'époque, vous savez, toutes les pièces étaient liées aux métaux précieux. Et vous aviez l'idée que la richesse d'une nation, c'était grosso modo son stock d'or. C'était les économistes mercantilistes qui disaient ça. Et Law, il a cette intuition de se dire, non, la richesse, ça vient de l'échange. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. C'est pas... sûr. Et donc, il se dit, en fait, on va créer une monnaie pour favoriser l'échange, parce qu'évidemment, les stocks de métaux précieux, ils sont limités. Donc, on va créer une monnaie qu'on va gager sur la richesse du pays, à l'époque des colonies. Donc, il a quand même cette intuition géniale de créer la monnaie, de créer une monnaie papier, c'est le premier qu'il fait, sauf qu'il en crée beaucoup trop, donc son système va s'effondrer assez rapidement. Mais un économiste aussi génial que Schumpeter était assez impressionné par Jane Law. Mais dans l'ensemble, Anne de Guigné, vous nous dites l'endettement public incontrôlé finit toujours par la banqueroute. En tout cas, c'est ce que vous avez noté dans l'histoire à travers les âges. Oui, vous avez aussi le grand roi d'Espagne, Philippe II, qui fait banqueroute à plusieurs moments. L'endettement, c'est sûr que l'endettement, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Sauf qu'à la limite, les États-Unis, c'est les seuls, ils créent leur propre monnaie. Le dollar et la monnaie dominent le système financier mondial. Donc, quand vous êtes dans la position des États-Unis, peut-être que vous pouvez... Ils ont leurs problèmes. On entend régulièrement parler du shutdown. Ils ont des problèmes. Il y a un débat économique de fond. Mais peut-être que les États-Unis, c'est très à part. Ils sont. Moi, je pense qu'il faut quand même à un moment donné, c'est important de bien gérer ses finances publiques. Mais les cas des États-Unis, c'est à part. Mais sinon, vous avez en permanence des contre. Il faut faire attention. D'ailleurs, la France aujourd'hui a le budget en ce moment, et on est en train peu à peu de voir à quoi va ressembler le budget 2024. Qui reste un budget tranquille. On est loin du grand serrage de vis. Mais en tout cas, on voit bien qu'en France, aujourd'hui, on se dit ça. Il faut doucement arrêter de dépenser autant. Alors, c'est vrai que certains vous diront, vous avez forcément, un insoumis serait là, ou même un socialiste, vous dirait, vous avez une lecture vraiment très libérale de l'histoire. C'est assumé justement en écrivant ce livre, en recensant les erreurs économiques à travers les âges. Vous dites, c'est avec l'œil libéral. C'est un œil libéral.
Et évidemment que tout peut être discuté. Je ne prétends pas du tout à la vérité. Et il faut faire attention, parce que quand on écrit sur les faits passés, enfin, j'écris pas à la vérité. Ce que j'écris, c'est factuellement vrai, mais l'analyse, c'est mon analyse, et qui peut être totalement débattue. Alors, les dates et tout ça, je n'ai pas inventé. Les faits. Mais voilà, et il faut faire attention d'ailleurs quand on touche au passé, parce qu'évidemment les gens sont plus là pour se défendre. C'est très facile d'interpréter. Et évidemment, c'est une analyse personnelle, fondée sur des faits historiques. D'ailleurs, on prendra un auditeur tout à l'heure pour qu'il nous dise ce qu'il en pense un petit peu. Justement, un disparu, un illustre disparu, Churchill, dont on retient évidemment l'héroïsme durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on apprend avec votre livre, pour ceux qui l'ignoraient, que c'est un piètre économiste qui a fait quand même de belles boulettes, manifestement. Oui, Churchill, il a été après, à la fin de la Première Guerre mondiale, il a été ministre des Finances. Il était extrêmement heureux, parce que c'est un poste qu'avait occupé son père à la fin du 19e. Et Churchill, on va pas faire de la psychanalyse, mais il a un rapport compliqué à son père, il se sentait méprisé par son père. Et du coup, avoir le même poste que son père, c'est quelque chose de très important. Il en était très heureux. Donc voilà, il est enchanté de ce poste, mais pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'il n'a aucune compétence financière ou économiste. Et donc, qu'est-ce qu'il fait comme en bêtise ? fait, il fait une bêtise, mais une bêtise auquel le pousse 95% de l'Angleterre à l'époque, c'est qu'il va surévaluer la livre. Parce que la monnaie, ce n'est pas qu'un instrument technique, c'est aussi évidemment quelque chose qui dit beaucoup de la puissance d'un pays. C'est un symbole très fort. Et à la sortie de la Première Guerre mondiale, et qui maintenant on le voit bien factuellement, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a un changement d'équilibre. Les États-Unis deviennent la première puissance, et l'Europe, dont l'Angleterre, passe derrière. Et Londres, ils se vont debout contre cette idée. Et pour eux, symboliquement, pour montrer que l'Angleterre fait partie des gagnants de la Première Guerre mondiale, qu'ils n'ont pas déchu, il y a l'idée de rétablir la valeur de la livre, qui avait été baissée pendant la guerre. Ils le rétablissent au niveau qui avait été fixé par Newton au XVIIIe, donc un niveau qui n'a plus rien à voir avec la réalité de la richesse anglaise. Et donc ça donne... Et ça donne en fait, et Churchill, il est loin d'être idiot, parce qu'il le dit, avant de prendre ses décisions, il dit « je crains de favoriser la finance et d'étouffer l'industrie ». Et d'ailleurs, il a été aidé dans cette analyse, il a dîné avec Keynes. À l'époque, Keynes, c'est un bon économiste, mais c'est pas John Maynard Keynes, c'est pas la star qu'on connaît maintenant. Il n'a pas encore écrit ses grands ouvrages. Mais Keynes lui avait dit ne faites surtout pas ça. Donc Churchill, il a quand même il entend quelques personnes qui lui disent vous allez droit dans le mur. Mais malgré tout, il y va. Il a la pression de la City. Il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup la City. Et se passe exactement ce que lui a dit Keynes, c'est ce qu'il craignait. C'est-à-dire que les banques se portent très bien, mais toute l'industrie est laminée, parce que dans la compétition internationale... Et du chômage. Le chômage explose, beaucoup de tensions sociales, parce que pour rester compétitif, toutes les grandes boîtes industrielles sont obligées de baisser leurs salaires. Donc, un moment de grande tension des années 20, et la décision de Churchill, au final, va favoriser la crise qu'on connaît en 29. Eh ben oui. Anne de Guigné, restez avec nous. On va aller du côté d'Aix-en-Provence, où un auditeur nous a appelé. Christophe, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour, vous vouliez réagir à ce que vous entendez? Oui, toujours pareil, les erreurs, on les remarque à la fin du match. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que tous les siècles, les débuts du siècle, fonctionnent, hélas, par des grandes guerres, des grandes catastrophes, couplées avec donc on vide les hommes et on vide les valeurs, c'est-à-dire que il y a une grande inflation, une grande crise économique toujours aux alentours de la période 20 à 30. Le système de l'As en France, en 1820, la réorganisation de l'économie au bénéfice des Anglais. En 1920, la grande inflation allemande et puis le grand krach économique de 29. Et je trouve vous voulez dire l'histoire se répète que ça se répète. Alors de dire que ce sont des erreurs ou des coups gagnants, en fait c'est l'histoire des peuples se moque bien des mesures circonstancielles que les gouvernements libéraux ou pas libéraux, sociodémocrates ou même collectivistes vont prendre. Je crois que c'est beaucoup plus
ça dépasse de loin les gouvernants. Vous pensez toutes couleurs confondues. Anne de Guigné. Vous pensez, Christophe, pour vous, donc il y a une espèce de fatalité d'avoir une crise tous les siècles dans les années 20 ou 30 ? C'est ça ? Non, c'est pas une fatalité, mais c'est que le système se purge. Ah, d'accord. Pour repartir sur d'autres choses. D'accord. Oui, on peut voir ça aussi comme une fatalité, mais enfin, une fin de cycle pour un nouveau cycle. Et d'ailleurs, très bien. Merci en tout cas, Christophe, de votre réaction. Anne de Guigné, vous avez ce sentiment, cette analyse aussi Ah oui, qu'il y a des cycles économiques, ça c'est clair, et Christophe a raison. Il y a des moments où l'économie est en surchauffe, et une crise, et comment on sort de la surchauffe ? Par une crise. Et c'est là, l'économie marche comme ça, il y a un système de cycle. Le but étant d'avoir des crises, d'essayer de limiter les crises en limitant les pics. Après, que ce soit forcément les années 20 ou 30, là, je pense que c'est une coïncidence, parce qu'on a quand même une magnifique crise en 2008, crise financière. Mais sur le fait que ce soit cyclique, Christophe a tout à fait raison. Hein. En tout cas, c'est assez passionnant, Anne de Guigné, ce que vous nous racontez. Est-ce qu'on pourrait finir par une note positive et optimiste et dire que tout compte fait, ces crises, elles existent depuis des siècles et que finalement, l'ordre mondial tient, ça tient. Oui, ça tient. Et puis, il faut voir que l'exemple de Churchill, c'est un bon exemple. Il a fait une vraie erreur. Reste que c'est sans doute le plus grand politique européen du XXe siècle. Donc il faut pas. Moi, mon bouquin, je l'ai pas écrit pour dire ils sont tous lamentables. Mon Dieu. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Qui nous dirige. Une erreur, si on arrive après. À prendre. Parce qu'en général, on détricote après aussi ce qui a été fait. Peut-être une note positive quand même. C'est la dernière crise, le Covid. On a pris exemple sur ce qui s'était passé dans la crise financière, où à l'époque l'économie n'avait pas été soutenue. Et pour le coup, il y a eu vraiment une réflexion sur les erreurs de 2008. Alors cette fois-ci, à mon sens, on a sans doute un peu trop dépensé, mais vraiment, c'était intéressant. Il y a vraiment eu dans tout le monde une pensée on est revenu, qu'est-ce qu'on a fait de trop, pas assez. Donc là vraiment en tout cas c'est votre avis, parce que ça serait intéressant de vous inviter avec un insoumis par exemple, ça pourrait être pas mal. Merci en tout cas Anne de Guigné, c'était passionnant, journaliste au Figaro et auteur du livre Ils se sont si souvent trompés aux éditions du Rocher. Merci à vous, restez avec nous en direct sur Sud Radio. Tout de suite c'est Jacques Pessis.